Ok, merci. Donc voilà, on va parler maintenant du projet Open Lab Frame sur lequel on a travaillé. Alors, le projet Open Lab Frame, c'est un système 3 axes pour automatisation de tâches de laboratoire. On est plusieurs à avoir travaillé sur ce projet-là. Donc, il y a moi-même, Mathias Léchelon, et il y a aussi Fabrice Dessolis qui parlera juste après dans la deuxième partie de la présentation. Ce projet, c'est un projet qui est en cours de fabrication encore, donc il n'est pas fini. Mais c'est un peu l'idée de vous le partager aujourd'hui, c'est que vous pouvez aussi apporter des briques à l'édifice. Alors avant de commencer sur le projet lui-même, je vais vous décrire un petit peu qui on est et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Alors on est une équipe en fait d'ingénieurs, on est une plateforme multi-ingénierie Century, qui fait partie du projet Century. Et on est donc 7 ingénieurs, on travaille sur différents domaines, ça va du logiciel. On a des ingénieurs qui travaillent sur de l'analyse de données, de la bioinformatique, du traitement logiciel. On appelle ça le Data Lab. Et on a des ingénieurs qui travaillent sur du matériel hardware avec un atelier, et on appelle ça le Tech Lab. Et donc il y a toute une partie mécatronique, donc mécanique, électronique et programmation. Et ça, c'est nous qui nous en chargeons avec Fabrice. Donc notre travail, il est interdisciplinaire. On travaille pour différents instituts de recherche, donc différents laboratoires, différentes équipes. Il est aussi collaboratif et il est basé sur un réseau qui est assez large. On travaille donc sur le campus de Lumini, mais on travaille aussi avec d'autres équipes à l'université et on peut aussi faire des prestations externes. On essaye de partager le plus possible, que ce soit nos données, nos logiciels, mais aussi notre matériel, tout ce qui est hardware, tous les outils hardware qu'on a, et nos protocoles et nos tutoriels. Et enfin, on essaye d'innover, donc on fait des projets qui sont faits sur mesure pour les différentes équipes. Et on base ça sur la veille technique et scientifique qu'on fait et aussi l'héritage technique, c'est-à-dire que quand on travaille avec différentes équipes, on arrive à récupérer des informations qui sont importantes, on les garde pour nous et on les utilise pour les projets suivants. Brièvement, avant de passer à l'Open Lab Frame, je vais vous parler un peu de notre équipement. Donc on s'en sert pour fabriquer tous nos objets. On a une sorte de petit atelier partagé de type Fab Lab. Alors on a des imprimantes 3D pour faire de l'impression 3D, donc impression 3D, filament et résine. On a toutes les machines qu'il faut pour faire de la découpe, une découpeuse laser, on a un gros routeur CNC et on a un routeur CNC avec changement d'outil automatique. Et ça nous permet de faire nos circuits imprimés, ça nous permet d'usiner de l'aluminium et aussi du plastique. Et enfin, on a un banc d'électronique et de métrologie avec des microcontrôleurs, micro-ordinateurs, etc. Alors, sur quel type de projet est-ce qu'on travaille? On travaille donc sur des adaptateurs pour les différentes équipes de recherche, donc pour les échantillons biologiques, par exemple, pour des circuits microfluidiques. Donc, c'est imprimé en 3D, c'est usiné en aluminium, et ça, on en fait beaucoup des adaptateurs. On travaille aussi sur des projets pour de l'éducation ou de la formation, donc vous voyez ici. Et enfin, on a tout ce qui est projet vraiment mécatronique un peu plus complexe. Alors, à la fois les projets qu'on va reproduire chez nous dans notre atelier. Donc, c'est le cas, par exemple, de ce petit microscope que vous avez peut-être reconnu, qui est l'OpenFlexure, un microscope imprimé en 3D. Et il y a des projets qu'on va développer nous-mêmes, qu'on va inventer et créer de zéro. Donc, par exemple, c'est le cas de ce petit labyrinthe pour les souris qui est modulaire. On peut changer les tuiles du labyrinthe, on peut changer les parois du labyrinthe, et il y a tout un tas de capteurs et d'actionneurs qui permettent de délivrer des récompenses à l'animal en fonction de son positionnement dans le labyrinthe. Et il y a aussi ce petit projet-là, comme exemple, qui est un étireur de cellules musculaires, et donc où les chercheurs vont pouvoir utiliser différents protocoles pour étirer ces cellules. Ces projets, ils impliquent toute la partie conception, la partie mécanique, la partie électronique et la partie programmation. Donc, c'est vraiment des projets complexes en mécatronique. Et donc, j'arrive maintenant au projet Open Lab Frame. Du fait qu'on travaille avec plusieurs équipes de recherche sur différents domaines, on s'est rendu compte qu'il y avait des demandes qui étaient similaires. Il y avait des modèles différents. Donc, par exemple, ça va être des cellules, des organoïdes, des C. elegans, des drosophiles. Donc, c'est des modèles qui sont différents, des fonctions qui sont différentes. Ça va être de la prise d'image, de la vidéo, du pipetage ou de la gravure chimique. Mais en fin de compte, la demande elle est similaire et on s'est dit qu'on pourrait avoir un appareil commun qu'on pourrait proposer ensuite aux différentes équipes. Et on s'est dit que c'était notamment intéressant parce qu'on a aussi cette expérience technique, on travaille avec différents projets, on reproduit des projets chez nous dans notre atelier. Donc on a cette vision globale des différents projets et on s'est dit qu'on pouvait créer une seule machine qui pouvait répondre à tous ces besoins. Et donc on passe au projet Open Lab Frame. Alors je vais vous le décrire en quelques mots. Le projet Open Lab Frame, c'est un système donc 3 axes motorisés en X, Y et Z. C'est un projet qui est modulaire, alors modulaire par sa taille. On aimerait bien avoir un projet, un cadre qui peut se mettre par exemple dans un incubateur. Donc pour ça, il faut un
un système qui est assez compact, mais aussi de pouvoir le faire très très grand si on a plusieurs dizaines d'échantillons par exemple à analyser. Et modulaire également par le type d'outils qu'il utilise. Alors ici vous voyez par exemple il y a plusieurs outils qui sont, il y a un magasin d'outils en fait sur cet appareil et il y a une tête qui va venir chercher les différents outils les uns après les autres en fonction des fonctions qu'on veut réaliser. Alors par exemple ça peut être une caméra, ça va être un petit aimant pour soulever des couvercles, ça va être une pipette, etc. Troisième point, on essayait de rendre ce projet on va essayer d'utiliser le plus possible de pièces imprimées en 3D. Ça, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'imprimantes 3D qui sont utilisées dans les laboratoires, même à la maison, on a de plus en plus d'imprimantes 3D. Et donc, c'est beaucoup plus facile à réaliser s'il y a des pièces imprimées en 3D. Ce projet, on essaye de le rendre le plus possible open source. Alors, tout est disponible. On a un dépôt GitHub, vous aurez le lien à la fin. Et dessus, vous pourrez trouver tout ce qui est fichier de CAO, l'électronique et aussi tous les codes qu'on a écrits. On aimerait bien qu'il soit un peu universel, c'est-à-dire que chacun puisse se l'approprier en fonction des besoins qu'il a sur le projet et que ça sorte vraiment du campus. Mais un autre point, c'est que nous, on aimerait bien aussi être un peu expert de ce projet localement et pouvoir le fabriquer facilement, rapidement et vraiment sur mesure en fonction des équipes qui viennent nous voir avec leurs demandes. Donc là, en fait, on simule une opération, on retire les boîtes, ensuite on va récupérer une pipette, on va remplir, et ensuite on va choper une caméra pour pouvoir faire de l'observation. Il y a trois parties en fait sur ce projet. Moi, je vais parler encore de cette partie-là qui s'appelle la console, sur laquelle on a toute l'électronique. Ensuite, il y aura deux autres parties. Il y a une partie qui concerne tout le logiciel qui est intégré dans cette partie-là. Et enfin, il y a toute la partie mécanique avec les différents outils qui sont utilisés. Pour l'électronique, on a développé une sorte de petit projet en parallèle qui s'appelle le Quick Blocks Prototyping. Et on s'est rendu compte, en fait, ce projet, il est basé sur l'observation que souvent, quand on délivre un projet aux équipes, les équipes reviennent quelques semaines ou quelques mois après en disant, en fait, c'est sympa, mais on aimerait bien avoir une petite fonction en plus. Est-ce que c'est possible de la rajouter? Donc, c'est tout à fait possible, mais ça nous demande de changer à chaque fois nos appareils. Donc, on s'est dit que ça serait bien d'avoir un projet qui est facile, sur lequel il est facile de passer du prototype au produit fini. Et donc, pour ça, on a créé ce petit projet sur GitHub, qui est une banque de fichiers CAO paramétriques. Donc, on utilise des fichiers FreeCAD, OpenSCAD, et il y a aussi les STEP et les STL pour les imprimer directement. Et dans ces fichiers, on retrouve des plaques à trous pour pouvoir positionner les différents modules électroniques. Et un peu la partie principale du projet, ce sont ces petites parties ici, ces pièces qu'on va pouvoir imprimer en 3D, sur lesquelles on va pouvoir clipser les différents circuits imprimés et les différents modules électroniques. Alors c'est paramétrique, donc peu importe la taille du circuit, on va pouvoir vraiment clipser nos circuits là-dessus. Et donc là, un exemple, j'ai mis une carte Arduino sur ce petit adaptateur. Et on va pouvoir les placer les uns à côté des autres très facilement, changer leur position et les câbler de manière très facile. Et une fois que le prototype est fini et que tout est câblé et que fonctionne bien, on peut passer à la partie finie. Et pour ça, on peut rajouter juste des petites colonnes imprimées en 3D, on rajoute des façades, on rajoute un couvercle, et l'appareil est fini. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors ce projet, moi, ce système de Quick Blocks, je l'utilise pas mal pour mes prototypes, que ce soit à la maison ou même au travail. Et c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de faire le prototype, de délivrer le produit final à l'équipe et ensuite de revenir dessus, rajouter des différentes fonctions, etc. Et donc, ce projet de Quick Blocks Prototyping, on s'en est servi, c'est un peu la base de la création de la console pour le projet OpenLabFrame. Et donc, je reviens au projet OpenLabFrame. Voilà 6 points principaux sur la console et pour l'électronique. On a donc 2 modules de Quick Blocks. Donc, à l'arrière, ici, il y a les alimentations qui sont sur une plaque de prototypage, qui sont vraiment indépendantes de tout le reste. Et à l'avant, il y a une deuxième plaque. Donc les plaques, on peut les mettre comme on veut, devant, derrière, l'une sur l'autre, etc.
Et la plaque à l'avant, c'est celle qui contient toute la partie électronique et contrôle. Deuxième point, il y a, pour le contrôle principal, on utilise un petit ordinateur, un micro-ordinateur, un Raspberry ici, parce que c'est très facile à utiliser. Il y a des forums qui sont très développés, il y a une très grosse communauté là-dessus, et nous, on connaît bien ce genre d'appareil. Et pour contrôler la machine, on a un petit écran tactile ici, avec une interface graphique qu'on a fait. Troisième point, on utilise, pour contrôler les moteurs, donc on a des moteurs pas à pas qui vont contrôler le cadre, notre système 3 axes. Et pour ça, on utilise des petites cartes Arduino Uno sur lesquelles on a uploadé le firmware GRBL. Et on utilise une petite carte d'extension qu'on appelle un Sense Shield qui va nous permettre de brancher les moteurs et les détecteurs de fin de course. On utilise ça parce que c'est très accessible, que ce soit au niveau du prix ou au niveau même du matériel et du logiciel, les cartes Arduino Uno et le firmware GRBL. En quatrième point, on a tout ce qui est interface. Alors sur ces plaques de prototypage, on peut mettre des boutons, on peut mettre des interrupteurs. Et donc ça veut dire que pour chaque module, on peut les allumer ou les éteindre un peu à façon. Donc c'est très facile pour le prototypage. Et on a également des connecteurs JST pour brancher cette console au moteur et au cadre mécanique qui va être à côté. Cinquième point, on a des modules supplémentaires. Donc, en plus de toute la base pour pouvoir contrôler le cadre, on a un module pour un relais qui va en fait contrôler l'électroaimant qui va permettre de sélectionner les différents outils sur notre appareil. Et on a rajouté une deuxième carte Arduino Uno et un deuxième Sense Shield. Et ça nous permet de contrôler jusqu'à 8 moteurs pas à pas avec notre appareil. Et enfin, sur cette console, on va pouvoir faire un câblage qui est très facile grâce à cette plaque percée, puisqu'on peut utiliser des wagons, donc grâce au QuickBlocks Prototyping Project que j'ai présenté juste avant, on peut ajouter des wagons très facilement, les mettre verticaux, horizontaux, faire des supports qui sont très très longs avec plein de wagons, et on peut également les attacher avec des attaches autobloquantes, donc des zip ties, et faire un câblage qui est très joli. Donc là, on est sur la partie qui est vraiment en cours de prototypage, c'est ouvert, mais si jamais on veut le délivrer à l'équipe, on a juste à rajouter les façades, rajouter le couvercle, et on peut le délivrer. Voilà, j'ai fini pour l'électronique, et donc je vais passer maintenant la parole à Fabrice. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Fabrice Dessolis, j'ai travaillé avec Mathias sur l'OpenAppFrame, essentiellement sur la partie mécanique et à moindre mesure aussi sur le logiciel. Je vais vous parler donc déjà de la partie commande interfaçage, vous présenter rapidement les outils qu'on utilise. Donc il a déjà un petit peu fait le tour. Donc, ce qui est intéressant pour ce projet, c'est qu'on utilise essentiellement d'autres projets qui sont open source. Donc notamment le Raspberry qui nous permet de stocker le soft et d'envoyer les lignes de commande à l'Arduino en G-code. Et on utilise le GRBL, donc GRBL qui est un firmware open source qui est très intéressant pour Arduino car il a été optimisé pour contrôler plusieurs moteurs en même temps. Donc le code est ultra optimisé et il permet d'obtenir des accélérations et des mouvements ultra rapides qu'on ne pourrait pas obtenir autrement avec les bibliothèques standards d'Arduino. Voilà. Ensuite, on a la communication entre le Raspberry et les outils que je vais vous présenter plus tard, parce que le cœur du projet, c'est aussi d'avoir un changement d'outil automatique, c'est ce qui le rend assez intéressant. Et du reste, classique, moteur et contrôleur. Pour la partie mécanique, je vais rentrer dans des aspects légèrement techniques, vous présenter aussi des problèmes qu'on a rencontrés et qu'on cherche toujours à résoudre, que s'il y en a d'entre vous qui ont des idées, ce sera bienvenu. Donc rapidement la structure. Donc l'idée première de l'OpenAppFrame, c'est qu'il puisse être reproductible par n'importe qui, assez rapidement et facilement, sans trop de compétences. On se rend compte que c'est un challenge, surtout pour des éléments qui semblent assez évidents, mais qui ne sont pas réellement. Donc grossièrement, la structure, c'est du profilé aluminium très standard, qu'on peut découper très facilement. Et tout le reste des éléments, c'est imprimé en 3D. Donc, c'est des pièces qui sont relativement simples. Avec à peu près n'importe quelle imprimante, on peut les sortir. Et du reste, c'est des éléments standards, des moteurs, du câblage. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus qu'une imprimante et des outils très basiques.
Pour ce qui est de la transmission, donc c'est des NEMA 17, des moteurs très classiques avec... ouais. Ouais. Je change le micro. Donc la transmission se fait par courroie. Donc c'est un système qui s'appelle le Core XY que je vais vous présenter, qui est assez intéressant parce qu'il permet de se débarrasser d'un moteur pour un axe. Je vais vous montrer à peu près après comment ça marche exactement. Et pour l'axe Z, une transmission par vis. Donc ça, c'est le principe du HBOT. Donc sur les systèmes cartésiens classiques, si vous voulez, on a un moteur par axe Y et on a un troisième moteur sur l'axe X. Donc l'inconvénient, évidemment, c'est qu'on met beaucoup de poids sur une plateforme amovible. Et aussi, de cette façon, on peut se débarrasser d'un moteur. Donc le principe est le suivant. On a seulement deux moteurs qui sont liés par le même poulie. Donc la poulie forme un H, d'où le nom du HBOT. Et en fait, c'est, si vous voulez, l'ensemble de ces mouvements entre le moteur A et le moteur B qui va faire qu'on va se déplacer dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est la formule qui est relativement simple pour qu'on intègre ensuite dans le code pour faire nos mouvements. Voilà. Je ne sais pas si la vidéo va marcher, mais c'est le principe de fonctionnement. Donc l'idée, en fait, que quand les deux moteurs tournent dans un sens, on va se déplacer dans un axe. Quand les deux tournent en sens opposé, dans un autre axe. Et quand un moteur est bloqué et l'un tourne, on va se déplacer en diagonale. Donc en alliant ces mouvements, on peut se déplacer sur tout le plan. Et donc ça, c'est deux architectures différentes du HBOT. Donc on a le HBOT et le Core XY. La différence entre les deux, c'est que le Core XY utilise deux courroies. Donc ça se trouve beaucoup sur les imprimantes récentes, type Bamboo Lab. Ça permet donc d'avoir, avec deux moteurs, d'avoir des déplacements très rapides. La différence réside en ce sens qu'ici, donc, on a plus d'éléments, on a deux courroies, mais on supprime un problème fondamental qu'on a avec le HBOT, c'est le racking. Le racking, c'est dans ce cas-là, quand les deux moteurs tournent dans le même sens, on va créer une force dans un sens et une force dans l'autre, et on va créer un couple très important. Et ça peut être un problème si on manque de rigidité sur la machine, je vais vous montrer après. Bon, il y avait une vidéo, mais on ne le voit pas. Mais du coup, quand on déplace dans un sens, si vous voulez, l'ensemble pont va tourner comme ça. Donc ça peut bloquer, et ça impose d'avoir un système très rigide, et ce qui est compliqué quand on fait tout en impression 3D. Donc on essaie encore de résoudre ce problème. On a gardé l'idée du HBOT, même si ça manque de rigidité, parce qu'on a des idées pour la compensation après, je vais vous montrer. Donc c'est une autre vidéo qui montrait le problème du racking. Voilà. Après, pour la transmission, donc, on a choisi d'utiliser des rails de guidage linéaires, parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des modèles économiques. Ça coûte une poignée d'euros pour tout l'ensemble. Donc ça permet d'avoir de la précision, c'est assez rigide. Et pour le changement d'outil, donc, on utilise un principe qui s'appelle le couplage cinématique de Maxwell. Donc l'idée, c'est d'avoir sur la partie, donc sur cette partie, la partie qui va être fixe, si vous voulez, c'est d'avoir des pins qui vont s'accoupler avec des billes ici, et chaque bille va créer deux contacts avec son encoche. Donc en tout, on va créer 6 contacts, et l'idée de ce couplage, finalement, c'est de supprimer tous les degrés de liberté d'un ensemble pour pouvoir retrouver un centre de couplage, et ça permet d'avoir une répétabilité quasi parfaite. Et voilà, donc ça, vous le voyez déjà si vous faites de l'optique sur les montures Thorlabs, c'est exactement le même principe. Et donc c'est ce système qu'on a choisi d'utiliser. Et pour le maintien en position, on utilise des électroaimants permanents. Donc permanent, c'est-à-dire qu'il faut les alimenter pour qu'ils coupent le contact. Donc ça permet de ne pas avoir à alimenter en continu parce que ça chaufferait. Et vu qu'on utilise des PLA, c'est pas idéal. Voilà. Donc là, c'était une autre vidéo qui ne fonctionne pas. Donc là, j'allais vous détailler les outils qu'on a déjà développés. Donc là, bêtement, c'était simplement un petit aimant qui était en bout d'une pièce en plastique qui venait récupérer les couvercles des boîtes pour ensuite les déposer, faire un petit mouvement latéral et les relâcher. Donc ça, c'est un type d'outil de préhension.
Ensuite, on développe des outils pour l'imagerie, donc c'est pas encore fait, mais donc il y a ce petit module caméra sur le Raspberry qui est très intéressant, sur lequel on peut monter une optique pour avoir un bon grossissement. Et on a des demandes aussi de certaines équipes. On va bientôt implémenter ça. On aimerait faire donc de la microscopie et on voudrait s'inspirer de l'OpenFlexure dont on vous a parlé pour récupérer son principe. Donc c'est très simple. On a la caméra Raspberry, des pièces imprimées en plastique, un objectif, une lentille. Et donc ça, on aimerait l'adapter et pouvoir le mettre parmi ces outils-là. Donc c'est en cours de développement. Et ça, c'est le dernier outil qu'on a développé. Donc c'est un petit outil de pipetage. Donc finalement, là, on développe toute une panel d'outils pour les demandes les plus communes des laboratoires, c'est-à-dire travailler dans un incubateur, pouvoir retirer un couvercle, le déposer, pouvoir changer le milieu, pouvoir ajouter, le modifier, et ensuite pouvoir faire de l'imagerie sans intervention humaine et en gardant l'incubateur fermé. C'est aussi tout l'intérêt du projet. Donc là, le principe de cette pipette, c'est qu'on a installé un petit servomoteur ici avec une cam. Donc en gros, c'est une excentrique. Et on peut contrôler donc l'angle de rotation pour avoir la pression désirée sur la micropipette. Donc on peut choisir de venir aspirer ou de venir relâcher. Et voilà, donc la suite pour l'OpenLabFrame, donc développer les outils pour l'imagerie, comme je vous l'ai montré. Améliorer la rigidité du pont en Y. Donc ça, les deux solutions sont passées au Core XY, donc le système un peu plus complexe que je vous ai montré. Revoir les designs ou les matériaux. Les matériaux, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas s'affranchir de l'impression en 3D, sinon on perd complètement l'intérêt du projet. Ou alors ajouter une compensation logicielle par analyse d'image. Donc c'est une autre idée qu'on a eue. Le seul problème qu'on a avec ce manque de rigidité, finalement, c'est qu'on veut de la précision, parce qu'on a suffisamment de précision pour faire du pipetage et des opérations au millimètre. Mais si on veut faire de l'imagerie, l'idée serait de prendre une photo, de mettre un petit marqueur par exemple, et par logiciel venir compenser les micro-déplacements qu'on aurait perdus avec le manque de rigidité. Ensuite, dans les améliorations, on aimerait créer un programme qui se servirait de FreeCAD en fait, pour créer un design automatiquement. Donc par exemple, l'utilisateur rentrerait lui-même tous ses besoins, s'il veut travailler en incubateur ou non, les dimensions, les encombrements dont il a besoin, le nombre d'outils. Et l'idée, c'est de communiquer avec FreeCAD qui fonctionne avec Python pour générer un modèle 3D automatiquement, sortir une BOM, donc une Bill of Materials, pour permettre ensuite à l'utilisateur d'avoir directement sa liste de courses sans qu'il ait grand-chose à faire. Et en dernier, donc ça c'est beaucoup plus tard, ce serait d'implémenter une petite IA pour la détection automatique de l'environnement. Donc pourquoi pas mettre une caméra qui irait détecter automatiquement les outils qui sont mis en place, leur position relative, et ça permettrait de ne pas avoir à faire des réglages au préalable, quoi. Donc faciliter l'expérience utilisateur pour les utilisateurs lambda qui ne savent pas trop utiliser par exemple du code. Voilà, donc c'est un projet, on a envie de rendre ça collaboratif. Pour l'instant, on est 3 dessus, donc il y a Mathias, moi et Audrey Comte qui travaille un peu sur le code. Mais si vous avez des idées, c'est bienvenu, n'hésitez pas. Donc vous pouvez nous contacter, vous pouvez accéder au GitHub aussi. Et voilà, on est à Lumini, n'hésitez pas à passer nous voir la machine et partager vos idées si vous en avez. Merci.